Salut tout le monde, c'est Jérémy. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de BI. C'est une vidéo qui change un peu d'habitude parce que cette fois on va aborder uniquement un aspect théorique. En effet, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui peut-être ne connaissent pas la BI et qui seraient intéressées de savoir ce que c'est. Et pour bien comprendre ce qu'est la BI, on va la comparer au système d'information opérationnel. Allez, c'est parti. Le système d'information opérationnel. Vous savez tous que le but d'une entreprise, c'est de faire du profit en vendant des biens ou des services marchands. Le système d'information opérationnelle, il contribue directement à atteindre cet objectif, puisque en fait, il permet d'assurer le fonctionnement des activités de l'entreprise. Par exemple, ici, la production, les ressources humaines, comptabilité, finance, logistique et gestion des stocks, vente, management de projet. Donc là, j'ai repris des entités qui sont un peu communes à toutes sortes d'entreprises, mais le fond reste le même. Ces entités, elles servent à maintenir l'activité de l'entreprise. Donc par exemple, lorsque vous effectuez un achat sur Internet, il y a des mécaniques qui vont être mises en place dans le système d'information opérationnelle de l'entreprise chez laquelle vous achetez le produit. Donc par exemple, ça peut être le processus de paiement, le processus de validation de la commande, le processus de livraison, etc. Maintenant, le système d'information décisionnel, qu'est-ce que c'est? Déjà, il n'est pas directement lié au métier de l'entreprise, c'est-à-dire que ce n'est pas une activité qui va apporter des profits directs à celle-ci. Par contre, il contribue à définir la stratégie globale de l'entreprise en fournissant des informations qui vont être nécessaires dans la prise de décision. Et pour cela, en fait, il va traiter des données qui sont issues du processus opérationnel. Donc on collecte les informations, on les nettoie, on les valide, puis on les restitue dans l'objectif de prendre des décisions. Voici globalement à quoi ressemble la chaîne décisionnelle ou processus décisionnel, également appelé BI. Donc là, c'est la chaîne la plus simple qu'on puisse retrouver. On a ici différentes sources de données, donc des bases de données, des ERP, des CRM, des fichiers plats, il peut y en avoir plein d'autres. Le but, c'est de centraliser toutes ces informations dans un nouveau modèle qu'on va appeler l'entrepôt de données. Pour ça, on va utiliser des outils de type ETL. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos sur Talend, je vous invite à aller les voir, qui est justement un ETL. On centralise tout ça, donc je le disais, dans un entrepôt de données qui est en fait une base de données spécifique pour répondre aux besoins d'analyse. À noter que l'entrepôt de données, en anglais, on appelle ça DWH pour Data Warehouse. Et ensuite, on va restituer les données dans un cube OLAP. Donc OLAP pour Online Analytical Processing. C'est en fait une méthode d'analyse des données. C'est une technologie qui va permettre de générer des tableaux de bord à partir des données présentes dans l'entrepôt. Il faut s'imaginer en fait OLAP comme une représentation abstraite des informations issues de l'entrepôt sous la forme d'un cube multidimensionnel. Alors ça a l'air hyper complexe comme ça quand on le dit, mais en fait vous prenez un Rubik's Cube, vous prenez chaque petit carré sur un Rubik's Cube, qu'est-ce que c'est? C'est le croisement de plusieurs axes, et bien ici c'est la même chose. Quand on veut analyser une donnée, on va faire un croisement sous la forme de plusieurs axes d'analyse, et ce croisement en fait c'est ce que vous voulez mesurer. Et enfin, donc les analyses, je le disais, qui s'appuient sur les cubes OLAP. Donc ça peut être directement des outils qui vont aller requêter ces cubes-là. Je vais maintenant vous parler des deux approches conceptuelles de la BI. Donc il y a deux théoriciens qui s'appellent Bill Inman et Ralph Kimball, qui sont considérés en fait comme les pères fondateurs de la BI, et ils ont respectivement deux approches différentes. Donc l'une c'est l'approche top-down par Bill Inman et l'autre c'est l'approche bottom-up de Ralph Kimball. Je vais maintenant détailler ces deux approches et leurs différences. Donc déjà l'approche top-down, le schéma d'architecture de la BI. Donc j'ai repris ce que je vous ai présenté dans la chaîne décisionnelle.
Donc ici, là, c'est la même chose. On charge dans une base de staging. Donc staging, c'est une base, en fait, si vous voulez, temporaire, parce qu'en fait, on va pas directement avec nos outils de reporting et nos cubes aller interroger ça. Donc on va stocker l'information dans quelque chose de temporaire, faire éventuellement un premier nettoyage ou même laisser tel quel et juste faire les croisements entre les différentes sources. Cette base de staging, elle va servir à alimenter l'entrepôt de données. Donc là, c'est important parce que l'entrepôt de données chez Bill-in-Mon, c'est en fait un schéma relationnel classique qui respecte les 3 formes normales. On va y revenir juste après. Cet entrepôt de données, il va permettre de constituer ce qu'on appelle des magasins de données ou en anglais des data marts orientés métier. Donc data mart finance, data mart vente, logistique, etc. Et les utilisateurs vont pouvoir venir interroger ces data marts. La particularité de cette approche, c'est que Bill-in-Mon, il dit toutes les sources qui sont ici en entrée de mon entrepôt de données, je vais commencer en fait par les cartographier, c'est-à-dire que je vais déterminer toutes les sources de données disponibles dans l'entreprise, je vais les regrouper au même endroit et ensuite je ferai mes data mart métiers. Globalement, la modélisation top-down, c'est assez classique. On a une table de faits avec des dimensions qui gravitent autour. Donc une table de faits, c'est tout simplement en fait des mesures quantitatives définies par des axes d'analyse, donc qui sont les dimensions. Ici en fait, tout cela en fait ça forme ce qu'on appelle le schéma en flocon, et donc il y a toujours un respect des formes normales, donc c'est pour ça qu'on a, si vous voulez, des hiérarchies dans les dimensions. Donc ici, le processus qu'on a modélisé, c'est vente des produits aux clients par magasin et par vendeur sur une période choisie. Voilà. Grâce à ce modèle, on est capable de répondre à cette analyse-là. Pour l'approche bottom-up, le schéma d'architecture. Alors, le début reste le même, à une différence près, c'est que Ralph Kimball, il dit, on va d'abord identifier les processus clés de l'entreprise, puis on va les modéliser un à un. Et en fait, si vous voulez, ces processus, ça va créer des data marts, et les data marts, l'ensemble des data marts va constituer l'entrepôt de données. Et contrairement à Inmon, l'entrepôt de données, il n'est pas physiquement présent. C'est-à-dire que l'entrepôt de données, ce n'est rien de plus que le regroupement des différents processus métiers. Donc, en gros, ce que dit Kimball, c'est on va d'abord identifier ce qu'on a besoin de faire, par exemple le processus de vente. On va aller chercher toutes les informations de vente de l'entreprise, on va les charger dans un modèle, donc dans un data mart vente, on va faire notre Cubolab et on va pouvoir créer nos rapports sur les ventes. Si on veut faire la logistique, on va refaire la même chose avec les données de la logistique, on va créer un data mart logistique, puis en fait on va du coup pouvoir interroger le data mart logistique. Donc globalement, la modélisation de Kimball, elle ressemble à ça. C'est ce qu'on appelle le schéma en étoile. Donc ici, on a un schéma, une modélisation qui est dénormalisée, contrairement à l'approche d'Inman. Ici, on ne respecte pas les formes normales. C'est pour ça que le schéma est beaucoup plus simple en fait. On va limiter lorsqu'on va requêter pour construire en fait alimenter notre Cubolab, on va avoir moins de jointures à faire parce que il n'y a pas de hiérarchie dans les dimensions. Vous voyez par exemple tout à l'heure on avait dimension produit, catégorie produit. Ici on aurait dimension produit, ID produit, tiens d'ailleurs j'ai oublié mais on aurait également catégorie du produit, etc. Donc c'est plus simple. Ça permet une exécution rapide des requêtes d'extraction, ce qui va favoriser en fait la performance des tableaux de bord. Et après le principe par contre c'est le même, c'est on a des clés référencées des clés dans la table de faits qui font référence au champ de la table de dimension.
quels sont les avantages et les inconvénients des deux approches? Alors en termes de modélisation, si on prend l'approche top-down, la complexité en fait, elle est directement liée à la quantité de données disponibles dans l'entreprise. Bah oui, c'est logique, parce que vous avez une première étape de cartographie de ces données. Vous devez d'abord les lister, puis ensuite les intégrer. Donc plus vous avez de données, plus l'entreprise est grande, plus il y a de processus, et plus cette étape est longue, ce qui rend la chose complexe, quoi. De plus, comme vous devez respecter la normalisation, donc les trois premières formes normales, propres au SGBD, ça aide pas à diminuer cette complexité. A l'inverse, dans l'approche bottom-up, l'approche elle est, c'est plus facile en fait si vous voulez à comprendre et à mettre en œuvre. Maintenant, en termes de maintenance, en top-down, vous avez, comme je l'ai dit plusieurs fois, les formes normales qui sont respectées, ce qui va avoir pour effet en fait de garantir une cohérence dans vos données lorsque vous avez des traitements de mise à jour, etc. Logique, vous respectez les formes normales, donc si vous faites quelque chose ne correspondant pas à l'application d'une forme normale, vous allez être bloqué par votre outil, en fait, par votre SGBD, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas supprimer quelque chose, par exemple, si vous avez une contrainte de clé étrangère, si votre clé existe dans une autre table. À l'inverse, dans l'approche bottom-up, il n'y a pas de normalisation. Donc vous pouvez avoir, quand vous manipulez les données, quand vous faites des changements, vous pouvez avoir des erreurs qui sont générées. Et pire que ça, c'est même pas des erreurs, c'est des incohérences. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, mais fonctionnellement, en fait, il y a quelque chose qui fonctionne, qui ne marche plus dans vos données. Vous avez perdu en fait un lien. En termes de temps de conception, pour top-down, ça varie. C'est un peu pareil que tout, finalement, ça varie de la taille de l'entreprise et de la quantité de données. Voilà. Pour bottom-up, c'est très court, parce que vous pouvez construire finalement, comme l'entrepôt de données, c'est qu'un ensemble de data mart, vous pouvez très bien imaginer avoir un entrepôt de données avec un seul data mart pour répondre à un seul besoin, et puis vous viendrez petit à petit créer d'autres data mart pour répondre à différents besoins. En termes de compétences, maintenant, pour top-down, il faut des compétences spécifiques en informatique décisionnelle. Et je rajouterais même qu'il faut des gens qui connaissent, qui aient en tête la cartographie complète du système d'information de l'entreprise pour savoir quelles sont les données qui existent et savoir où aller les chercher. Donc là, c'est quand même, c'est complexe, quoi. Pour bottom-up, il n'y a pas de compétences particulières. Si vous savez faire du SQL, si vous avez ces principes-là, vous allez vous en sortir sans connaître même le décisionnel. Alors après, bien sûr, il faut passer l'étape de se dire qu'il n'y a pas de normalisation, et après, ça ira tout seul. En termes de coût maintenant, parce que c'est quand même important dans un projet, pour top-down, vous avez un coût important. Comme vous le savez, un projet, plus il est complexe et plus il est long à mettre en place, plus il coûte cher. A l'inverse, pour bottom-up, il y a un coût initial du projet qui est relativement faible. Par contre, vous avez un coût de maintenance qui peut être important, donc il faut bien faire attention, parce que si vous faites n'importe quoi, vous allez vous retrouver avec des incohérences complètes et vous allez passer votre temps à maintenir votre modèle. Maintenant, quelle est la meilleure approche? C'est très simple, c'est comme dans tout, c'est qu'il n'y en a pas. En fait, la meilleure approche, elle dépend déjà du contexte, du projet, de l'entreprise, et elle dépend de beaucoup de choses. Voilà, donc il n'y a pas de meilleure approche, il faut peser les pour et les contre et voir ce qui s'applique le mieux dans le contexte. J'espère que cette vidéo vous a plu. L'objectif en fait c'était de vous présenter rapidement la théorie de la BI. On ne va pas faire un cours de 3 heures sur le sujet parce que je trouve que ça sert à rien, on va perdre tout le monde. Puis faire défiler des slides, c'est pas forcément très cool.
Et voilà, donc ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, je vais faire une vidéo où on va mettre en application ces deux approches en reprenant tout simplement le processus là de vente. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.